Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 15 avril 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons du pôle Excellence Bois avec son président Lionel Buchan. Je recevrai ensuite Fanny Champlon qui viendra nous présenter Made Nature ou comment allier sport et environnement durable. Et pour notre partie sport, Jimmy Madani, le légendaire entraîneur du Boxing Club de Rumilly, sera là pour présenter un gala qui aura lieu le 20 avril prochain. Mais avant toutes ces réjouissances, vous en avez désormais l'habitude, j'accueille Fanette ce soir. Salut Sam. Pour le rappel, pour les titres du journal. Alors on va parler notamment d'un dossier sur la mobilité douce. Voilà, dossier puisqu'il y aura 2 reportages, un à Chambéry, un à Annecy. Les 2 villes cherchent à développer le vélo. Alors le vélo tout simple, le vélo électrique, donc avec plus de places de consignes à vélo, etc. Donc on fera le point. Et puis, je fais un petit peu de rangement. Et puis, les résultats d'une enquête sur la consommation dans le pôle métropolitain du Genevois français. Elle a été présentée ce matin à Genève par les autorités et françaises et genevoises. L'idée, c'est de savoir, pour faire simple, qui consomme où, des 2 côtés de la frontière. Ok, c'est simple et concis. Voilà. Tu bouges pas, on enchaîne avec la revue de presse. On parle d'alpinisme pour commencer. L'alpinisme avec une histoire croisée, celle de l'alpinisme et celle de la photo. C'est France Inter dans l'émission L'œil du tigre qui revient sur cette histoire commune. En fait, la naissance du sport a été beaucoup photographiée. Ils ont essayé de savoir pourquoi. Alors, la première raison, c'est que les 2 pratiques sont nées à peu près, alors vraiment à peu près en même temps. La date de naissance officielle du daguerréotype, donc l'ancêtre de la photo, c'est le 7 janvier 1839. Celle de l'alpinisme, on considère que c'est en 1786 avec l'ascension du Mont Blanc par Balmar et Paccard. Et puis du coup, les alpinistes, depuis cette naissance-là, ont toujours eu à cœur de témoigner de l'état du monde. Il y a tout le temps eu un rôle assez documentaire, assez scientifique de l'alpinisme. Et donc, ils ont souvent ou pris des photos, eux, ou se sont fait accompagner. L'un des grands noms de l'alpinisme, notamment Edward Whymper, a par exemple abondamment photographié ses courses. Donc là, c'est disponible sur le site de France Inter avec des exemples de ces photos, justement. Et puis un autre dossier consacré cette fois-ci à la ville de Lausanne. Voilà, c'est le dernier numéro d'Alpe Magazine qui nous propose un dossier sur Lausanne, la cité jardin. Avec 350 hectares de parcs et de jardins publics, Lausanne est l'une des villes les plus vertes d'Europe. Avec l'arrivée du train à la fin du 19e, la ville s'est ouverte aux touristes et a commencé à aménager notamment ses rivages et son port marchand. Donc comme toujours dans Alpe Magazine, il y a tout le temps des très chouettes photos et des très beaux portraits. Et puis j'en profite pour rappeler que du 15 juin au 12 octobre, il y aura l'événement Lausanne Jardin, qui est un événement en partenariat avec Annecy Paysage. Ils travaillent ensemble, notamment sur certaines installations. Donc ça, c'est un dossier à découvrir dans Alpe Magazine. Et puis là, je pense qu'on a aperçu la une de côté français. Donc on retrouve le dossier de Lausanne dedans, mais la une côté français est consacrée au lac d'Annecy. Voilà. Et puis toi, on va parler politique avec Muriel Pénicaud qui tacle le président de la région. Oui, la ministre du Travail qui est en visite ce lundi en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Savoie plus particulièrement. Oui, on l'entendra ce lundi après-midi, on l'entendra d'ailleurs dans quelques minutes après cette émission. Dans le journal, tout simplement. Elle en a profité donc pour glisser un tacle non dissimulé envers Laurent Wauquiez, le président de la région Aura, lors de la signature de la déclinaison régionale du plan d'investissement dans les compétences, le fameux PIC. Un mot qui est tout trouvé. Un plan qui n'a pas été signé justement par la région Aura. Elle fait partie des 2 seules régions à ne l'avoir pas signé avec la région Sud. Ce que n'a pas manqué de rappeler, Madame la Ministre, je cite, « Je regrette le désinvestissement de la région dans le capital humain. Laurent Wauquiez a supprimé 60% des entrées en formation. » Fin de citation. Je rappelle donc que ce plan doit permettre à terme de former 1 million de jeunes en difficulté et 1 million de demandeurs d'emploi. Gageons que Laurent Wauquiez appréciera ce petit tacle, cette petite référence. Il y a les européennes qui arrivent, il y a une ambiance. Et puis un chanceux qui n'est pas vraiment pressé. Oui, une belle histoire qui aurait pu mal se terminer. Je mets bien des guillemets pour mal. C'est un quinquagénaire lyonnais qui a mis 53 jours pour se rendre compte qu'il avait gagné tout simplement 1 million d'euros au tirage Mal Million d'Euro Million.
un tirage qui a eu lieu le 12 février dernier. Le Parisien nous rappelle qu'il n'est pas passé loin d'une très grosse déception, puisque la durée limite pour se faire connaître à la Française des Jeux en cas de gros gain est de 60 jours. Donc à une semaine près, c'était fini. Ce nouveau millionnaire est un joueur très occasionnel qui n'a pas du coup l'habitude de vérifier ses tickets. Et c'est grâce à un avis de recherche publié directement par la FDJ qu'il a pu se rendre compte qu'il avait un ticket gagnant, un ticket qu'il a retrouvé un peu par hasard dans sa boîte à gants. Donc quelqu'un qui n'était pas très pressé. En tout cas, nouveau millionnaire, on ne sait pas ce qu'il va faire de cet argent. Qu'est-ce qu'on ferait d'1 million d'euros finalement? En tout cas, il n'est pas passé loin. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique dans l'actu. Je vous en prie, Monsieur Lionel Duchamp. Premier invité ce soir. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes le président du pôle Excellence Bois. Exactement. On va parler avec vous de l'actualité de la filière bois et notamment aussi de la première édition du parcours découverte des métiers qui s'est tenu au mois dernier. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles sont les vocations, quelle est la mission du pôle Excellence Bois? Le pôle Excellence Bois, c'est une association. Et c'est une association d'entreprises, essentiellement. Alors, il y a aussi des associations qui sont adhérentes, mais c'est une association d'entreprises dont le but est de promouvoir l'usage, de promouvoir en fait tous les aspects du bois, que ce soit dans la construction, dans le chauffage, dans l'aménagement, dans, je ne sais pas, demain peut-être dans l'électronique, pourquoi pas, c'est tous les usages du bois. Donc en fait, c'est une association qui est ce qu'on appelle dans certains cas de type cluster, c'est-à-dire qui a pour vocation d'aider les entreprises à collaborer entre elles. On connaît le cluster montagne. Voilà. Alors, à vrai dire, voilà, on s'inspire un petit peu des belles réussites qu'il y a notamment dans la région et notamment en Haute-Savoie, avec aussi OSV, Arve Industrie, enfin toutes ces associations. Et donc, même si le bois, c'est un usage qui est très ancien, beaucoup plus ancien que la mécatronique, par exemple, en fait, c'était un domaine où il n'y avait pas d'association qui aidait cette filière-là. Donc voilà, le but, c'est d'aider toutes les entreprises. Et les acteurs, quand je dis entreprise, ce n'est pas forcément des menuisiers ou des charpentiers ou des scieurs, ça peut être aussi des architectes, des designers. Tout ce qui a un rapport avec le bois. Tous les gens qui sont intéressés par le bois et ses dérivés. Alors on connaît l'importance de la filière bois en Pays de Savoie. J'imagine que ce type de structure, d'association, elle a tout son sens sur notre territoire? Alors elle a plus que tout son sens parce qu'en fait on a une problématique particulière, c'est qu'on a plein de vallées et que historiquement c'est difficile de parler ou de se déplacer d'une vallée à une autre. Donc du coup une association qui a pour but de regrouper les gens qui ont le même intérêt sur les deux départements, puisque c'est Savoie et Haute-Savoie, ça a plus qu'un intérêt. Et je dirais qu'il y a en plus une raison supplémentaire, c'est que les entreprises généralement de la filière bois sont plutôt petites. Donc du coup, n'ont pas tellement l'habitude de sortir de leur champ d'action naturel. Alors je le disais en début d'interview, vous avez organisé au mois de mars un parcours découverte des métiers. Quel était l'objectif de cet événement? Alors, en fait, j'ai dit ça aux jeunes, il y avait 200 jeunes qui sont venus. Quand je dis jeunes, c'est des collégiens de 4e, 3e. Je leur ai dit, en fait, souvenez-vous d'une seule chose, c'est que le bois c'est cool. En fait, que c'est vraiment quelque chose qui est sympa, qui est nouveau, qui est plein d'innovation, plein de technologie, plein de créativité. Et donc le but, c'était de donner envie aux jeunes de rentrer dans cet univers professionnel par les voies classiques, c'est-à-dire la forêt, la menuiserie, la charpente, mais aussi, pourquoi pas, de susciter des vocations d'ingénieurs, de chercheurs ou de designers, qui sait. Voilà. Donc le but, c'était de donner envie à des jeunes demain, peut-être, de travailler dans ce domaine-là, sachant que c'était un premier test qui a été fantastiquement réussi. Quel bilan vous tirez justement de cette première édition? C'était un truc de fou. En fait, ça aurait été une réussite totale si on avait eu ne serait-ce qu'un gamin qui dise « ouais, c'est génial ». Mais il y en a eu des dizaines qui ont trouvé ça fantastique. Donc, du coup, peut-être, je ne sais pas, donc ils vont s'orienter d'ici 1 ou 2 ans. Peut-être qu'ils choisiront un métier dans le bois ou plus tard, pour ceux qui font des études longues, c'est une réussite totale. Donc, du coup, ça a donné l'envie au pouvoir public, c'est essentiellement le Conseil Savoie-Mont-Blanc, de rééditer ça. Et l'an prochain... Donc il y aura une édition 2020. Ouais, je pense, puis ça ne va pas être 200, ça va être plutôt 400, voire plus. Donc ça risque de nous poser des problèmes de logistique. Mais bon, c'est la rançon du succès. C'est un domaine qui leur est familier, le bois, à ces jeunes qui sont venus vous voir? Eh bien oui et non. En fait, oui et non, parce que je pense que le bois, en fait, alors...
Oui, parce qu'on vit dans une région où le bois est présent partout. Même si on habite dans des villes, on voit des forêts. On n'est pas comme si on était dans une grande métropole. Mais non, parce que les enfants notamment, et les jeunes de manière générale, ne savent pas toute la technologie qu'il y a. Alors, la technologie, c'est... par exemple, pour couper du bois, ça peut être de les transporter les troncs avec des ballons dirigeables ou avec des énormes tracteurs qui sont en fait des vraies usines, ou ça peut être des machines-outils ultra perfectionnées. Ça se voit pas, ça. On voit que la forêt et puis éventuellement un objet. Mais entre les deux, ils connaissent pas. Et beaucoup de gens ne connaissent pas, à mon avis. Quelle est l'importance de la filière bois? On ne se rend pas forcément compte ici, en Savoie et en Haute-Savoie. Alors, en fait, vous me posez une question, je n'ai pas la réponse. Bon, je dirais c'est très important en général. Mais non, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est beaucoup d'emplois qu'on est en train d'essayer d'ailleurs de chiffrer parce que ce n'est pas évident, parce qu'il y a les emplois indirects. Ce qui est très important, je pense, c'est qu'il faut avoir conscience que c'est un des rares domaines d'activité économique et aussi créatif où on a les hommes, on a les technologies, et en France, on n'est vraiment pas du tout à rougir. On avait des confrères québécois qui sont venus nous visiter il y a 15 jours. Ils ont vu des choses que même en Amérique du Nord, on n'a pas. Et on a aussi la ressource. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le pétrole qu'on peut dire qu'on a la ressource. Le bois, c'est vraiment un des rares domaines où la France a la ressource. Et donc... et particulièrement la Savoie Haute-Savoie. Alors nous, on a une difficulté qui vient du fait qu'on a un terrain de montagne en Savoie et Haute-Savoie, donc ça nécessite un peu plus on va dire, de subtilité ou d'astuce pour exploiter ce bois-là, mais c'est vraiment un domaine où on a tout ce qu'il faut à notre porte. Donc à nous de nous organiser, sachant que ce n'est pas super facile, vu ce que je vous ai dit, c'est que les entreprises ont plutôt tendance à être petites, donc investir beaucoup, c'est difficile pour elles. Mais on va y arriver. Justement, dernière chose, ces petites entreprises, notamment dans le pays du Mont-Blanc, j'ai lu qu'il y en avait de plus en plus qui menaçaient de disparition, des petites scieries. Comment est-ce que vous essayez de les soutenir, de les aider? Alors oui, alors là vous mettez le point sur... parce qu'en fait la filière bois, c'est effectivement, ça part des forêts, ça passe par les scieries, ça passe par les négoces, ensuite les gens qui transforment le bois, puis les architectes, les designers, les gens qui l'utilisent. Il y a effectivement un gros souci sur les scieries, puisque sur les 2 départements, c'est par dizaines les entreprises qui meurent depuis, on va dire, une décennie, on va dire. Donc là, il y a vraiment des projets très importants qui sont qui sont en latence au pôle Aix-en-Bois et qu'on est en train de monter pour créer des débouchés. En fait, le problème, c'est qu'on a du bois, mais quelque part qui n'est pas vendu assez cher et qui n'a pas assez de valeur. Donc ce qu'on est en train d'essayer, c'est de créer des produits, aussi des filières commerciales qui permettront de vendre du bois avec de la valeur et non pas de vulgaires troncs laissés au bord de la route qui n'ont pas toujours preneur. Donc on est en train justement d'essayer de regrouper les acteurs qui existent encore et puis qui en veulent, qui sont des entrepreneurs qui ont vraiment la volonté de s'en sortir. Et puis, pourquoi pas de faire travailler des ingénieurs, des archis, des gens pour trouver des idées pour pouvoir mieux vendre et mieux exploiter le bois. Merci beaucoup, Lionel Duchamp, d'avoir fait le point sur la filière bois. Merci. Allez, on enchaîne avec le choix de la rédac. Et j'accueille Fanny Champlon. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Alors, vous êtes la fondatrice de Made Nature. C'est ça. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Made Nature, en fait, apporte au sport une dimension écologique, alors de différentes façons. Déjà pour les sportifs qui sont soucieux de protéger davantage l'environnement en les informant sur comment pratiquer leur sport différemment. À partir de juin, on va mettre à disposition de la vente d'articles de sport éco-responsables. Et pour les marques qui ont des gammes éco-responsables, c'est de les mettre en avant, d'expliquer leurs actions. Et aussi par l'intermédiaire d'un festival qu'on a organisé pour la première fois à Annecy au mois d'octobre 2018. Donc de mettre en relation les marques, les associations, tous les différents acteurs du sport éco-responsable. Qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette réflexion?
Alors déjà, moi je suis passionnée de sport et de grand air, de nature. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans de grosses entreprises de sport. Et je me suis dit que quand on pratique des sports de plein air, d'outdoor, c'est important de protéger son terrain de jeu. Et c'est aussi important même quand on pratique des sports d'intérieur comme le yoga ou l'équitation et d'autres choses comme ça. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le sport et l'environnement durable sont deux notions qui vont de pair, qui peuvent aller de pair? Oui, tout à fait. Comme c'est une tendance qui a commencé vraiment par l'alimentation et qui s'étend aujourd'hui au textile, à la mode et au sport. C'est très important. Et il y a de plus en plus de marques éco-responsables dans le sport qui se créent et des grosses marques qui n'étaient pas plus traditionnelles qui commencent à créer des gammes éco-responsables. À qui s'adresse Made Nature? Alors, Made Nature s'adresse, je dirais, à tous les sportifs. Et notamment à ceux qui sont soucieux de protéger l'environnement. Alors, ce dimanche a eu lieu le marathon du lac d'Annecy et les 10 km. Oui. Une épreuve labellisée éco-responsable. J'imagine que c'est le genre d'épreuves qui vont complètement dans le sens de votre démarche. Oui, bien sûr, l'organisation d'événements de façon éco-responsable, c'est une des choses qui est très importante. Nous, on n'a pas aujourd'hui une action directe sur ces événements, mais bien sûr, on encourage ce type d'action. On sait que les événements d'ampleur, comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football ou encore, je sais pas, enfin voilà, c'est des événements où il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Oui, alors c'est des... Ou le Tour de France, par exemple, notamment au niveau de l'empreinte carbone. On en est encore très loin. Oui, par contre, c'est vrai que ces événements aujourd'hui prennent des mesures et il y a une charte d'événements éco-responsables qui est signée par de nombreux gros événements. Donc les efforts sont en cours et il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ouais. Alors vous proposez aussi un petit peu, vous fonctionnez aussi un petit peu comme une espèce d'agence de voyage écotouristique, puisque j'ai vu que vous proposiez des endroits, des sites pour pouvoir faire son sport dans un environnement durable. Alors ça, c'est en fait, donc à partir du mois de juin, on va proposer déjà une offre de produits, d'articles de sport éco-responsables qui va ensuite s'étendre, pourquoi pas, à l'écotourisme. Et les articles que vous avez vus, ce sont les articles d'Écotantique. Donc c'est une personne qui est d'Annecy et qui qui crée des guides de tourisme éco-responsables. Le territoire de Savoie-Mont-Blanc, c'est on va dire le territoire idoine pour pouvoir activer ce genre d'action justement. Oui, tout à fait, parce que déjà on a donc l'initiative d'OSV à Outdoor Sports Valley. Donc Made Nature était d'ailleurs hébergé à la pépinière OSV et de nombreuses entreprises de sport. Donc c'est l'endroit idéal. En plus, on est en pleine nature et il faut faire aujourd'hui changer, évoluer plus rapidement, on va dire, les choses vers des produits et des pratiques plus respectueuses. Justement, vous avez le sentiment que dans les mœurs des sportifs, on a ce réflexe de faire du sport et en même temps faire attention à l'environnement, ou c'est encore quelque chose qu'il va falloir faire entrer dans les mœurs justement? Il faut encore travailler là-dessus. Alors je pense que les sportifs sont en attente justement d'initiatives. Aujourd'hui, il y a déjà de plus en plus de courses, d'événements, de ramassage de déchets comme le plogging. Oui. Donc on court et on ramasse des déchets, du ramassage aussi sur les plages. Ensuite, donc lors du festival, on s'est rendu compte que les gens sont vraiment en attente d'informations sur comment consommer mieux et comment pratiquer différemment son sport. Donc moi, je pense que les consommateurs et les sportifs sont vraiment prêts à avoir cette démarche. Ils sont en train de le faire, ouais. Avec votre initiative, vous respectez totalement la feuille de route de l'économie solidaire qui a été mise en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça, c'est, j'imagine, une fierté, le fait de pouvoir vous inscrire là-dedans? Oui, on s'inscrit là-dedans et je crois que le travail est en cours sur notamment la responsabilité élargie du producteur. Donc, il va donner en fait aux fabricants une responsabilité de s'occuper des produits du début jusqu'à la fin de vie. Merci beaucoup en tout cas, Fanny Champion. Merci. Longue vie à Made Nature. Merci beaucoup. Bon courage pour le mois de juin. Allez, comme chaque lundi, place au sport. Et ce soir, je reçois Jimmy Madani, vous en prie, le célèbre entraîneur du Boxing Club Rumilien. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, impeccable, ça va bien. Merci. Ouais. Alors vous êtes là pour nous parler d'un gala, que vous organisez ce samedi 20 avril.
Ouais. avec 11 combats au programme, 8 combats amateurs qui vont notamment concerner des Français et des Italiens, et 3 combats professionnels. Oui, 3 combats professionnels. Ça sera le samedi 20 avril. Alors, au gymnase de l'Albanie à Rumilly. Dans votre fief? Voilà, c'est mon fief, c'est ma maison, c'est mon pays là-bas. Alors, du coup, ben, ça va être une belle soirée. C'est pour ça que je dirais qu'une chose, que ne loupez pas cette soirée, ça sera une soirée exceptionnelle. Il y aura des amateurs, des bons amateurs, France-Italie. Il y aura des clubs de Grenoble, de Poissy, de Rumilly, bien sûr, de Pontcharrat, un peu partout. C'est pour ça que je rassemble tous ces gens-là pour qu'ils viennent, qu'on fait en groupe une sorte de fait France-Italie. Ce gars-là aura aussi une véritable importance pour votre fils, un de vos fils, Mehdi, qui doit encore monter dans la hiérarchie pour pouvoir un jour disputer un championnat de France. Écoutez, on va faire le maximum. Cette fois-ci, ça va être la guerre entre l'espagnol et le français. Alors, c'est la bonne guerre. Andrés Mondo, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Ça va être la guerre entre eux, mais la bonne guerre, bien sûr. Mais ça va boxer, ça va donner. C'est pour ça que j'attends beaucoup de gens qui viennent nous supporter. Eh ben, Mehdi, normalement, il fait la différence. Maintenant, c'est la boxe. Hein. Eh ben, il faut qu'il sera bien classé. S'il gagne celui-là, il aura une chance. C'est à lui à travailler. Je sais qu'il est en forme. Il est bien, notamment aussi ses copains, en croisement les gants et tout. Je vois que c'est moi qui drive le manège. Je vois qu'ils sont bien. Maintenant, ça... Alors, vous qui connaissez parfaitement Mehdi, quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts? Alors, en tant que boxeur? Oui. En tant que boxeur, c'est un gars calme, timide, mais sur le ring, il est plus timide. Mais dans la vie de tous les jours, c'est ça. Il est timide, c'est un travailleur, c'est un courageux. On demande n'importe quoi, eh ben, il est présent. Voilà. Et ses défauts? Ses défauts, c'est un gars timide, il n'ose pas y aller vers les gens. C'est comme ça, son caractère, il est comme ça. Alors, il est plutôt en forme en ce moment, puisqu'il a remporté un combat au mois de mars du côté des Chirolles. Vous le sentez comment, là, à 4 jours de l'événement? Franchement, sincèrement, je l'entraîne, ça fait des années, lui et ses copains. Je le sens bien, très bien même. Alors, il a la bonne catégorie, il a le bon poids, le poids de forme, il est à 71, je crois, 600-700. Et son poids naturel, c'est 72 kilos. Je crois 500, voilà. Et il est bien. Maintenant, il est prêt. Hein. Juste, il y a qu'à, c'est tout. Voilà. Alors, 2 autres combats professionnels auront donc lieu, et avec 2 boxeurs de chez vous, Mike Lazarotto et Thomas Knittel. Là aussi, on imagine qu'on compte sur une victoire des locaux? Moi, écoutez, je compte sur les 3. Franchement, je suis leur entraîneur. Je ne demande que ça. Mike Lazarotto, c'est son premier match professionnel en 4-2-3. Knittel Thomas, c'est son 5e combat. Ça va, c'est un gars qui se débrouille un peu, il a l'habitude. Il est très droit, il écoute, il a le regard pointu sur les choses. Il est très bien. Quant à Mehdi, il joue gros, voilà. Mehdi joue gros, beaucoup avec l'Espagnol. Je sais que l'Espagnol, c'est un gars qui va vite, il tourne. C'est un rusé, c'est un mariole, voilà. Alors, du coup, maintenant, Mehdi, c'est à lui à travailler, à marquer des points, à avancer sur lui, pour l'impressionner, pour l'intimider. Pour ne plus lui laisser la place sur le ring. Faut le reculer. Donnez-nous des nouvelles de Coco. Comment est-ce qu'il va? Alors, Coco, tout va bien. Il vient tous les mercredis me donner la main à la salle parce qu'on a beaucoup de monde. Il est en train de passer ses diplômes, c'est ça? Ou il les a passés déjà? Et il les a passés. Il a son BPGEPS. Il a tous ses diplômes maintenant. Maintenant, il va prendre le flambeau? Je sais pas. Ça, faut demander à lui parce que moi, je peux pas forcer quelqu'un à me remplacer. Je demande que ça. Hein. J'ai beaucoup de monde. Lui, il va bien, impeccable. Il a l'œil, il a l'habitude. Et d'ailleurs, il donne toujours du monde à la salle. C'est quand même, il est arrivé sur le toit du monde. Hein. C'est un champion du monde. Alors, quelle est l'importance de ces gars-là pour un club comme le Boxing Club ruminien, justement? L'importance des boxeurs professionnels ou de tout le monde? L'importance d'un gala comme celui-ci? L'importance d'un gala, ce qu'on va faire le samedi 20 avril, rendez-vous compte. C'est quand même, c'est des boxeurs, c'est des amateurs, ils sont devenus des athlètes aujourd'hui de haut niveau quand même. Alors on leur demande que faut faire plus et encore plus. C'est-à-dire, c'est les exemples. Eux, c'est les exemples pour derrière ce qui arrive. C'est pour ça que le samedi dernier, on a fait une petite compétition pour la BEA. La BEA, c'est les boxeurs, l'école de boxe, quoi. D'accord. Bon, ça a marché, il y avait du monde et tout. Et Coco, Sébastien, Madani, il était dans le coin de ces gamins-là, qui les drivaient. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Alors, il prend que son chemin à lui. Hein.
On vous sent, pour ceux qui vous connaissent, quelqu'un de très passionné, presque habité. Qu'est-ce qui vous motive tous les matins à continuer à venir entraîner tous ces jeunes? Ben moi, ce qui me motive, parce que moi, j'étais déjà champion. Et je pense tout le temps. Je dis, tiens. Et je suis content d'arriver tous ces grands champions. Moi, j'ai toujours pris le dessus, mais pas par frime ou rien du tout. Hein. Moi, j'ai toujours aimé driver ces hommes-là parce que moi, j'étais commandé par des autres hommes. On est venu champion d'Algérie en 1975-76, 2 fois champion d'Algérie. Aujourd'hui, je veux savoir, je veux donner mon savoir aux autres. Et c'est comme ça que Madani est devenu champion. La transmission, c'est important. Exactement, tout à fait ça. Et moi, ça me fait plaisir. Et quand je vais à la salle, d'ailleurs, je vais juste dire une chose, si vous permettez, bien sûr. Merci à toute la ville de Rumi qui me suit. À M. Favre, à M. Hisson, M. le maire et tout ça. Ils m'ont fait une salle de boxe toute neuve. Aujourd'hui, c'est plein, craqué. Et je demande qu'une chose, venez nous voir. Alors, on rappelle la date. Samedi. Alors, la pesée sera le vendredi 19 avril à 19h, la pesée des professionnels. Et le lendemain, samedi, la pesée des amateurs, 17h, 17h30, au gymnase de l'Albanais, Rumilly. Et le gala, 19h15, à partir de 19h15. 19h15, premier coup de gong, c'est parti. Et il y aura aussi une championne de France féminine. Donc, ça va passer. Merci beaucoup, en tout cas, Jimmy. Merci à vous. Je vous en prie, à rejoindre la régie. Merci, à bientôt. Allez, Fanette est de retour pour... merci beaucoup. Pour le rappel des titres, on va parler notamment de mobilité douce. Mobilité douce, que ce soit du côté de Chambéry ou d'Annecy, puisque les deux villes veulent développer en tout cas le vélo, que ce soit le vélo électrique, les places de consigne, etc. Donc on fera le point avec Camille Rivollet. Et puis une enquête sur les modes de consommation dans le Genevois. Donc en gros, pour faire simple, qui consomme où des deux côtés de la frontière, avec pas mal de chiffres, une étude inédite. Et là, c'est Clémence Roaldès qui a été à Genève ce matin. Merci beaucoup Fanette, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par la rédaction. À tout de suite.